Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, de notre chaîne YouTube. Chaque jour, chaque semaine, plus nombreux, vous êtes actuellement 390 000 abonnés à suivre les contenus d'Omerta et à suivre évidemment le Grand Entretien. Nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, je reçois Bernard Lugan, que j'avais déjà reçu il y a quelques mois. Je vous le présente pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais j'en doute, puisque chez Omerta, votre première vidéo déjà avait fait beaucoup de bruit. Alors Bernard Lugan est évidemment un spécialiste éminent de l'Afrique, comme nous en avons peu en France aujourd'hui. Il est un ancien professeur aux écoles de Saint-Cyr et également à l'école de guerre. Bonjour Bernard Lugan, merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour, et Voilà. je salue vos auditeurs. Bah écoutez, merci. Alors je viens, nous allons parler de l'Algérie plus particulièrement aujourd'hui, puisque vous sortez ce livre aux éditions Ellipse, que je montre à l'antenne, Histoire des Algéries, des origines à nos jours. Alors c'est très intéressant parce que, évidemment, ça fait partie en ce moment de l'actualité. On va revenir sur le ministre Bruno Retailleau, les OQTF. On va pas parler que de ça, mais si vous voulez, le dossier algérien est lourd, très lourd en France en ce moment. Il pèse en politique intérieure. Alors, dans ce livre, il y a quand même des moments forts. Déjà, histoire des Algéries et non pas histoire de l'Algérie. Expliquez-nous. Tout simplement parce que l'Algérie est née en 1962, elle n'a jamais existé auparavant, et auparavant, sur le territoire sur lequel va être créée l'Algérie par la France, ont existé des populations et des histoires. Alors, il y a les histoires des Algéries berbères, des Algéries romaines, byzantines, pour partie vandales, arabo-musulmanes, ottomane pendant 3 siècles. Le siècle de colonisation, enfin la colonisation ottomane a duré du XVIe siècle à 1830, plus de 3 siècles. Et enfin, les Algéries françaises, parce qu'il y a eu deux Algéries françaises avant 70, avant 1870 et après 1870. Et ensuite, l'Algérie aujourd'hui, qui est au singulier. Aujourd'hui, on peut parler de l'Algérie. Alors que jusqu'en 1962, il nous fallait parler des Algéries. D'ailleurs, le nom même d'Algérie n'existait pas, puisque le nom d'Algérie date de 1839, et c'est le ministre français de la guerre qui baptise les possessions qui viennent d'être conquises par la France d'Algérie. Il donne l'ordre, à partir de maintenant, nous donnons le nom d'Algérie. Donc l'Algérie naît dans son vocable en 1839, et elle naît dans son état en 1962. Alors justement, en 1962, arrivé au pouvoir du FLN, vous précisez justement dans ce livre que les origines berbères de l'Algérie vont être progressivement gommées, que le groupe ethno-religieux, on va dire, que forment les Berbères, eh bien, sont considérés comme une minorité, alors qu'à la base, selon vous, c'est l'origine de l'Algérie, que la nation algérienne, donc, préexistant à la colonisation, ça n'existe pas. Et enfin, vous précisez aussi une chose, que le nombre des partisans français au moment de la guerre d'Algérie était bien supérieur chez les Algériens par rapport au FLN. Alors, est-ce que c'est totalement la faute du pouvoir algérien qui a réinventé l'histoire, selon vous ? Pour les Berbères, les Kabyles, les Berbères en général, disons que le paradoxe, c'est qu'il y a énormément de Kabyles à la tête du système algérien. Il y a énormément de Kabyles qui sont à la tête, mais et qui nient la berbérité. Les Kabyles les considèrent comme des faux frères ou des traîtres. Alors disons que la situation est la suivante. À partir de 1962, l'Algérie est indépendante. Mais ceux qui vont prendre le pouvoir ne sont pas ceux qui ont négocié avec la France. Ceux qui ont négocié avec la France, ce sont les gens du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ils sont dépassés, ils sont renversés pendant l'été 62 par un coup d'État fait par qui? Par ceux qui ne se sont pas battus contre les Français, c'est les planqués de l'armée des frontières qui étaient en Tunisie et au Maroc. Parce que ceux
ils se sont battus contre l'armée française, et c'est à l'intérieur, et ils ont été en grande partie éliminés dans les combats. Ils ont perdu la vie dans les combats. hum, Donc, ils se font voler la victoire par l'armée des frontières, dirigée par Boumedienne. Boumedienne fait son coup d'État pendant l'été 1962, avec un paravent qui est Ben Bella. Ben Bella, qui est un civil qui est mis au premier plan. Et 3 ans plus tard, Ben Bella va aller en prison et l'armée va véritablement prendre le pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, une fausse histoire s'écrit. Une fausse histoire qui s'écrit sur plusieurs points. Un, l'affirmation d'une Algérie arabo-musulmane, donc négation de la racine berbère. Les Berbères étant considérés, les Kabyles, Berbères, habitants des Chaouia, etc., considérés comme étant des obstacles à l'unification algérienne et comme des créations coloniales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, négation de l'histoire de la guerre d'indépendance. Négation de l'histoire de la guerre d'indépendance, parce que cette guerre d'indépendance a été en grande partie faite par des Kabyles et par des Chaouia. Et ceci est mis de côté, notamment pendant la guerre. Amirouche, qui était le chef des wilayas kabyles, a été donné aux Français par l'armée des frontières, hein. Il y a un renseignement qui est passé chez les Français, et donc l'embuscade dans laquelle il a été tué. Troisième point, une histoire qui va être totalement réécrite sur le thème suivant. Ce n'est pas la France qui a créé l'Algérie, car l'Algérie a toujours existé, et sous la période turque, sous la période ottomane, nous étions dans une période de pré-Algérie, avec une évolution vers un sentiment national. Donc c'est une histoire totalement manipulée, et cette histoire manipulée, c'est la matrice du système. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque le président Macron a organisé une commission de pacification des frontières en mettant Benjamin Stora à la tête du côté hum, français, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce que l'histoire algérienne est une fausse histoire. Donc comment discuter du passé alors nous sommes sommés d'accepter le postulat de l'Algérie historique qui a été créé par ceux qui ont pris le pouvoir en 62, par les gens de l'armée des frontières, par le système. Les descendants qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les héritiers du coup d'État de 62. D'ailleurs, de très vieux héritiers, parce que les 3 principaux chefs de l'État algérien ont entre 82 et 86 ans, n'est-ce pas? Donc, hum, ils ont un logiciel, bon, le chef des armées, le président Tebboune, et le président du Sénat, qui, en cas de mort du président Tebboune, devrait assurer l'intérim. Donc, des gens qui ont un logiciel qui date des années 50, dans un pays qui est très jeune, et il y a une coupure complète de ce système par rapport à la population algérienne. On l'a bien vu lors des élections présidentielles de l'année dernière, il y a eu à peu près 10% de votants. On peut hum, dire que, et hum, encore, il y a des wilayas dans lesquels il y a peut-être eu 2 ou 3% de votants, ce qui fait qu'il y a une coupure totale entre la population algérienne et son régime. Le régime qui ne tient plus que par 2 points, la détestation de la France et du Maroc, et l'appui sur son dernier noyau, c'est-à-dire ceux qui sont ses affidés, ceux qui touchent la rente du système, les pseudo-anciens combattants. Un exemple, lorsque l'Algérie devint indépendante en 62, il y avait à peu près 15 à 20 000 combattants dans les maquis algériens. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de personnes qui touchent la retraite d'anciens combattants. Alors, vous parliez également des effectifs. hum, Là, c'est le dernier point de la manipulation de l'histoire officielle algérienne. Disons que l'histoire de l'Algérie donc est présentée comme une unité depuis tout temps et la guerre d'indépendance comme le soulèvement d'un peuple entier contre le colonisateur français. Alors, un seul chiffre. En 1961, alors que l'indépendance de l'Algérie était en marche, il y avait au total 30 000 combattants dans les armées des frontières, donc en Algérie, pardon, en Tunisie et au Maroc, et à peu près 30 000 combattants à l'intérieur. Ce qui fait qu'il y avait grosso modo 60 000 combattants indépendantistes. Au même moment, il y avait 240 000 Algériens qui servaient volontairement dans l'armée française. Tirailleurs, harkis, mohassnis, spahis, et dans la régulière. Bon, hum. il y a également de la régiment parachutiste dans toutes les unités de la régulière.
Donc, le mensonge algérien est total. C'est pour cela que la commission d'enquête, la commission des historiens, est une farce, une plaisanterie, et je dirais même une escroquerie, parce que d'un côté, la France ouvre ses archives, et de l'autre côté, l'Algérie, nous sommes d'accepter ces postulats historiques qui sont des postulats faux. Alors selon vous, si je comprends bien, le régime aujourd'hui extrêmement affaibli, pour lequel peu de personnes votent, vous dites même pas 10%, tient finalement sur la détestation de la France. Du Maroc. Alors, traditionnellement, Donc il ne peut pas bouger, lui. C'est-à-dire qu'il pardon, ne peut pas évoluer dans il ne peut dans son pas. Il ne peut, approche. Il continue à faire croire. Je me souviens d'avoir lu des gros titres dans la presse algérienne où en lisant les articles, on avait l'impression que la guerre d'Algérie n'était jamais terminée, en fait. Alors, il ne peut pas évoluer pour deux raisons. Vis-à-vis du Maroc, parce que l'Algérie s'est enferrée dans la question du Sahara occidental. On pourra en parler tout à l'heure du Sahara occidental. Et le système algérien s'est tellement engagé, a dépensé tellement d'argent et s'est tellement mouillé dans cette affaire du Sahara occidental qu'il ne peut plus reculer. Il est pris à la gorge. Ce fut quasiment une cause nationale, totalement délirante, mais une cause nationale. Et vis-à-vis de la France, eh bien, tout simplement parce que la haine nourrie par le système envers la France est totale. Et pour eux, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. La France, en fait, ils nous demandent de demander pardon, un pardon qu'ils ne nous accorderont jamais. Ça, on le sait très bien. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de demander pardon. Donc, c'est pour cela, je reviens sur la commission des historiens, c'est une plaisanterie, une escroquerie, une malhonnêteté, parce que nous avons deux conceptions différentes. La France est prête à discuter, à ouvrir ses archives, mais pas l'Algérie. Hmm, L'Algérie est dans la récrimination, car si l'Algérie abandonne sa double querelle hmm. existentielle vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de la France, pour deux raisons différentes, le système s'effondre. Car la seule raison de survie de ce système, ce sont ces deux points. Alors, je reste un petit peu dans l'histoire algérienne, mais plus sur la question de la conquête qui est venue dans l'actualité récemment par le biais du journaliste Jean-Michel Apathy, qui affirme que les Français ont commis des Oradour-sur-Glane en conquérant l'Algérie. Attention, il n'a pas parlé de la période de la décolonisation, mais aussi que les Allemands se seraient inspirés de cette conquête. Selon vous, a-t-il raison ou a-t-il tort? Mais écoutez, la guerre n'est jamais pavée de chemin de rose, n'est-ce pas? Donc, il est bien évident que pendant la période de la conquête, il y a eu des massacres ou des tueries des deux côtés, hein. Parce que l'on pourrait, dans mon livre, je parle des premiers témoignages de massacres de soldats français prisonniers au moment de la conquête. Et notamment, les premiers qui ont été massacrés sont quelques soldats qui ont été faits prisonniers au moment du débarquement de Sidi-Ferruche. Et les troupes françaises ont découvert les cadavres mutilés d'une manière épouvantable. Ensuite, au moment de la conquête de Bugeaud, il ne faut pas oublier que et là, nous avons des dizaines de témoignages de livres écrits par les acteurs, les prisonniers français qui étaient traités d'une manière absolument épouvantable. Donc, on ne va pas se lancer dans le concours des exactions, hein. Le concours des exactions, le concours des massacres. La guerre, ce n'est pas une distribution de roses et de verres parfumés à la fleur d'oranger. Mais vous direz Alors, qu'Oradour, c'est la bonne. pour le Doradour, la comparaison est complètement fallacieuse. Oradour, que s'est-il passé? Il y a eu des gens qui ont été mis dans une église et l'église a été détruite. Que je sache, nulle part la France n'a rassemblé des populations dans des mosquées et détruit les mosquées. Donc c'est Il y a quand un... même eu les enfumages, il y a quand même Ah eu. ben non, mais ça, les enfumades, oui, mais les enfumades, nous sommes, si vous voulez, nous vivons dans une période dans laquelle le tragique et la guerre n'existent plus. Donc, tout ce qui apparaît comme un côté un peu belliqueux est vu comme suspect. Les enfumades, mais c'était comme l'a dit Bugeaud, les résistants se mettaient dans les grottes, il fallait les faire sortir. Comme disait Bugeaud, soit je lance l'assaut à la baïonnette et je fais tuer des centaines des miens, soit j'en fume pour qu'ils sortent. C'est la guerre. Alors,
il n'y a pas de jugement moral à porter là-dessus. La morale n'a rien à voir. C'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. C'est une chose terrible. Mm. Alors donc, mettre en avant les enfumades, oui. Mais alors moi, je vais vous mettre en avant les prisonniers qui ont été faits Mm. dans les campagnes du Sud et qui ont été retrouvés sur le bord des routes, écartelés, éviscérés, émasculés, etc. Mm. Donc, ne rentrons pas, nous n'aurons jamais une approche adulte de l'histoire et du passé si nous nous jetons à la figure nos morts respectifs. Il y a un moment où l'on met les comptes sur la table et l'on parle d'autre chose. Autrement, on n'avancera jamais. Nous Ouais. avons quand même réussi à faire un rapprochement avec l'Allemagne après ce qui s'était passé Oui. avec les Allemands. Allons-nous éternellement du côté, à cause des Algériens d'ailleurs, allons-nous éternellement mener la guerre d'Algérie? Il y a deux solutions. Ou nous rompons toute relation avec ce système, donc pour le moment avec ce pays, je ne dis pas avec sa population, parce qu'un jour ou l'autre, une nouvelle génération va prendre le pouvoir et il sera possible d'avoir des relations apaisées et amicales, je dirais même fraternelles, parce que nous sommes des deux côtés de la Méditerranée. Euh, je ne pense pas que nous aurons un jour des relations aussi décomplexées qu'avec le Maroc. Prenons très simple, c'est que l'Algérie a un complexe existentiel. Comme l'Algérie n'a pas d'histoire en tant qu'État-nation, elle nourrit un complexe existentiel qui est du niveau quasiment psychanalytique. Mm. Tandis qu'avec le Maroc, nous sommes en présence d'un vieil État qui est millénaire. Et cet État millénaire a une tradition diplomatique. Il existait avant la France. La France a été une parenthèse dans son histoire, une toute petite parenthèse. Tandis qu'en Algérie, la France a créé l'Algérie. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le Maroc. Moi, je connais bien le Maroc, je Mm. publie beaucoup sur le Maroc. Je me suis amusé à prendre la liste des responsables politiques marocains à la veille de la conquête française. Et ensuite, après 1956, pas la conquête du protectorat, la pacification protectorat. Et en 56, après l'indépendance, eh bien, nous voyons que ce sont les mêmes familles. Parce il y a une tradition, il y a une tradition de diplomatie, une tradition de civilité, une tradition qui est celle d'un pays fort de ses racines. Et comme ce peuple, comme cette nation est forte de ses racines, elle n'est pas dans la récrimination. Vous ne Mm. voyez pas les Marocains parler de ce qui s'est passé pendant l'époque du protectorat, qui a été une époque bénéfique pour le Maroc. Lyautey est considéré au Maroc comme un grand personnage. Lyautey est considéré comme un grand Marocain. Mm. Ceci ne peut pas exister en Algérie, parce que l'Algérie est mue par la philosophie de la récrimination et par la rente génocidaire. Les Algériens sont, le pouvoir algérien, je ne parle pas du peuple algérien, le pouvoir algérien est jaloux du Maroc et il en veut à la France. Alors, justement, vous avez évoqué la question de l'Allemagne, justement, et des relations franco-allemandes après trois guerres successives, 70, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, le fait que bon, on ait réussi, on va dire, à se réconcilier, à faire l'Europe, alors que l'Algérie, bah, après plus de 60 ans d'indépendance, ce qui est assez terrible, c'est qu'il semble qu'en dehors de quelques groupes concernés, on va dire les franco-algériens, qui sont quand même plusieurs millions, les harkis ou les pieds noirs, l'Algérie, en fait, n'existe pas pour les Français, qui je pense, connaissent mieux le Maroc ou la Tunisie. Pourquoi ces deux pays qui ont été, dont l'histoire est quand même intimement liée, continuent, après 60 ans d'indépendance de l'Algérie, à se tourner le dos? Oui, mais là, la faute des dirigeants algériens. Parce que la France a tout fait pour que la relation soit pacifiée. La France a tout fait, tous les accords ont été faits. Il y a même eu les accords de 68 de circulation des personnes. La France a tout cédé à l'Algérie. À aucun moment, la France n'a fait preuve de virilité vis-à-vis des récriminations, des exigences et des dictats algériens. Ce qui fait que les Algériens s'imaginent qu'ils ont affaire à un ectoplasme mou, ce qui est vrai d'ailleurs. Alors, allons au-delà. Pourquoi? Pourquoi ces réactions incapacitantes et pourquoi je vais appeler d'ethnomasochisme de la classe politique française? Ben, à mon avis, pour deux raisons. Tout simplement parce que la gauche française a toujours été amoureuse de l'Algérie. La gauche française s'est identifiée à l'Algérie et la gauche française, qui tient les médias, vous connaissez bien la question, qui Mhm. tient les médias, qui tient l'université, qui tient tous les corps intermédiaires, qui tient la doxa, qui règne en maîtresse sur tout ce qui est domaine de la pensée des arts et de la culture en France, est pro-algérienne.
Et pour elle, ces groupes de pression sont tels qu'aucun gouvernement français, même les gouvernements dits de droite, n'ont accepté d'aller contre ces oukases. Donc il y a cela. C'est, si vous voulez, le privilège de la gauche, le privilège de la gauche française qui tient absolument tout en France. Et c'est pour cela. Et c'est pour cela que quand vous pensez qu'aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, vous avez un ministre comme le ministre Retailleau, qui a une position virile et une position tout à fait digne et tout à fait compréhensible sur le sujet. Mais dans le même gouvernement, vous avez une ministre des Sports qui est pour le port du voile dans les compétitions féminines, et vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est prêt à une fois de plus aller à Canossa vis-à-vis de l'Algérie. Donc, il y a, Tout si en vous voulez, étant prêt à envoyer des troupes combattre Poutine en Ukraine. oui, 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 en plus, en Mm. plus. Bon, donc, si vous voulez, En nous expliquant que c'est un conflit existentiel en Ukraine, mais pas en Algérie. Enfin. voilà, voilà. Donc là, la question est bien résumée, bien posée. Donc, il y a, si vous voulez, comment dirais-je, ce problème qui est un problème existentiel en France. Et ce problème fait que la France est elle-même paralysée par les cinquièmes colonnes, volontaires ou involontaires, les héritiers des porteurs de valises, hein. Nous sommes exactement dans cela, comme pendant la guerre d'Algérie, quand vous aviez des Français de gauche qui aidaient le FLN, qui assassinaient les civils français ou les militaires français. Vous aviez dans les usines d'armement françaises les militants communistes qui enlevaient la poudre des munitions. Vous aviez des militants communistes qui mettaient des tracts dans les grenades. Et quand les soldats français se dégageaient à la grenade, eh bien, au lieu d'exploser, ces grenades distribuaient des tracts. Mm. Donc, nous sommes dans la tradition de la trahison, d'une trahison, de l'ethnomasochisme de la gauche, d'une certaine gauche. Je ne Alors, dirais pas de la gauche de Guy Mollet mm. et de la gauche de Lacoste, de Brogès-Monoury, qui était une gauche patriote. C'est elle qui a envoyé le contingent en Algérie. Oui, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que François Mitterrand, Guy Mollet et d'autres sont aussi sont à l'origine de la répression en Algérie, d'une certaine façon. Donc c'est pas. Et même Mendes France. Les premiers discours de Mendes France au moment de l'éclatement de la guerre d'Algérie en 54 sont terribles. Dans mon livre, je cite des passages de Mendes France, des passages des divers dirigeants socialistes, et je dirais même des communistes. En 45, songez donc qu'en 1945, quand il y a eu les affaires de Sétif, Mm. l'humanité traitait les Algériens qui manifestaient à Sétif de tueurs à gages hitlériens. Mm. Hitlériens. Vous vous Mm. rendez compte? L'humanité traitait Ouais. donc les insurgés de Sétif d'hitlériens. C'est vraiment l'indignation à géométrie variable. Et aujourd'hui, nous avons l'humanité qui accuse la France d'avoir fait la Mm. répression de Sétif. Donc nous Ouais. vivons dans un monde sans mémoire. Mm. Une société française qui a deux caractéristiques, elle n'a plus de mémoire et elle est soumise aux privilèges rouges. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure brièvement les accords de 68. Je dirais, si vous étiez aux affaires ou si vous conseillez, imaginons qu'Emmanuel Macron décroche son téléphone et vous appelle demain, vous lui dites de quoi faire. Vous lui dites d'instaurer un vrai rapport de force immédiatement avec les autorités algériennes, notamment en revenant sur la question des accords de 68. Chirac disait, il y a une chose qui est impossible à faire, c'est de greffer les couilles Hum, par manque de donneurs. hum, Par manque de donneurs, dit-il. Ben, simplement, j'ai pris cette phrase qui est la phrase de Chirac, parce qu'il manque, c'est un peu de virilité, n'est-ce pas? Un peu de virilité. Alors pourquoi le président Macron manque-t-il de virilité vis-à-vis de l'Algérie alors que son ministre en a? Ben, je ne sais pas. Peut-être veut-il ménager la chèvre et le chou. Peut-être s'est-il tellement engagé auprès de l'Algérie avant sa candidature, quand il a parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité, qu'il peut difficilement faire machine arrière. hum. On va voir on va voir ce qui va se passer avec le genre d'ultimatum qui a été donné par le Premier ministre Bayrou et par la menace d'émission du ministre Retailleau. On va voir quelle va être l'attitude de la présidence. Mais visiblement, vous n'avez pas beaucoup d'espoir, on dirait. Les- le- on ne peut pas, le pire n'est pas toujours possible, mais les leçons du passé font que j'ai quand même pas mal d'inquiétudes. Alors, J'ai pas mal d'inquiétudes parce qu'avec l'Algérie, il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution, c'est très simple. Renverser la table. Renverser la table et parler franchement, virilement. Dire, écoutez,
Voilà, vous êtes indépendant depuis 1962. Reconnaissez honnêtement que depuis 62, nous avons cédé à tous vos caprices. Nous avons cédé à toutes vos demandes. À aucun moment, nous n'avons entamé une politique de rétorsion. Alors maintenant, ça suffit. La politique va changer. Alors il y a deux solutions. Soit nous rompons, et si nous rompons avec vous, cela ne nous coûtera rien, car l'Algérie ne compte pas pour l'économie française. Le gaz algérien ne compte pour rien. 8% de la consommation française. Le pétrole, 8%. On peut l'acheter ailleurs, moins cher, sans aucun problème et sans avoir de soucis avec votre classe politique. Alors donc, on met les cartes sur table. Ou bien nous rompons, au revoir, on se quitte, ou bien nous définissons un nouveau type de rapport. Et dans ce nouveau type de rapport, nous mettons les cartes sur la table, on règle les comptes une bonne fois pour toutes, et si on les règle, après on efface et on avance vers l'avenir. Mais si vous voulez continuer à avancer en gardant le rétroviseur et en ayant le pied sur le frein, faites-le tout seul. Nous avons des partenaires qui sont adultes, comme le Maroc, et nous préférons travailler avec des adultes plutôt qu'avec des enfants capricieux. Alors, alors, le fait que l'Algérie aujourd'hui soit quand même très massivement, ben, c'est pas nouveau, mais ça a une autre connotation aujourd'hui, maintenant que la Russie a repris, on va dire, un leadership, en tout cas mondial, qu'elle avait perdu dans les années 90. Est-ce que ça ne rend pas plus difficile la relation franco-algérienne, le fait pour les Algériens de savoir qu'ils ont cet accord, enfin, on va dire, militaire, cette coopération avec la Russie, et également l'Italie qui a joué un rôle économique et qui a aujourd'hui des relations, on dirait, plus sereines que nous avec cette même Algérie? Avec la Russie, c'est très intéressant. Là, vous posez une bonne question et je vais rebondir sur le Sahel parce qu'il faut voir il faut voir l'ensemble, hein. Tout à fait. Donc, l'Algérie, effectivement, a 100% de son armement qui vient de Russie. Mais l'Algérie se trouve en compétition géostratégique avec la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie s'est engagée dans le Sahel auprès des gouvernements centraux, notamment au Mali, c'est-à-dire auprès des sudistes, qui luttent contre les nordistes, Nordiste. notamment contre les Touaregs. Hmm. Or, les Touaregs sont dans la main des Algériens. L'Algérien. Hmm. Pour une raison très simple, c'est que la moitié du peuplement touareg est en Algérie. Hmm. Et les services algériens ont toujours piloté la question touareg. Par exemple, le grand chef touareg avec lequel il eût fallu régler le problème, Gali. je le dis moi, depuis le début de l'opération, depuis le début de Serval, il fallait régler la question avec On Yagali. en avait discuté déjà. Tout Hmm. n'aurait pas dégénéré. Yagali est de notoriété publique dans la main de l'Algérie. Sa famille vit à Ouargla, lui-même a sa base arrière en Algérie, etc. Or, les Russes soutiennent ceux qui ont décidé de régler une fois pour toutes la question des Touaregs. Alors, comment l'équilibre va-t-il se faire? Là, il y a une contradiction qui est très nette Hmm. entre les intérêts stratégiques. Deuxième point. La Russie soutient à fond le général Haftar. Pourquoi? La Russie a perdu ses bases en Syrie et il n'y a que trois ports en eau profonde en Méditerranée. Il y Elle a n'a pas Tartous. encore totalement perdu ses bases, hein. Elles sont... Oui, Donc elle a perdu le régime qui oui, encadrait ses bases. oui, oui. Elle Hmm. n'a plus la liberté Tout à d'action fait. dans ses bases. Or, il y a trois ports possibles en Méditerranée en eau profonde. C'est Tartous, c'est la Cyrénaïque ou c'est Mers-el-Kébir, n'est-ce pas? Hmm. Et la Russie, si la Russie n'a plus de sécurité sur ses bases de Syrie, la Russie n'a plus le point d'appui qui lui permet d'être en mer Rouge. Attention, parce il faut voir que la Hmm. Russie est en train de négocier avec le Soudan une base en mer Rouge pour Ouais. s'ouvrir. Donc c'est toujours l'histoire, hein, la poussée vers les mers du Sud. Hmm. Donc la Russie soutient Haftar à fond. On a les preuves d'un transfert énorme de matériel par des ponts aériens et ponts maritimes depuis la Syrie jusque dans les bases russes de Cyrénaïque, sous le contrôle d'Haftar. Or, Haftar est détesté par les Algériens. Les Algériens sont du côté de Tripoli, d'ailleurs avec les Turcs qui Hmm. jouent un rôle intéressant dans l'affaire. À fond, ouais. Donc, sur ces deux points-là, donc, les deux voisins Hmm. immédiats, euh, parmi les plus importants, l'Algérie a trois voisins importants. Elle a le Maroc, elle est en état de quasi-guerre avec le Maroc, de par sa faute, et les deux autres pays sont deux pays qui sont en guerre, c'est la Libye et le Mali. Or, sur la question de la Libye et sur la question du Mali, l'Algérie se trouve en porte-à-faux vis-à-vis de la Russie. Hmm. Donc c'est intéressant de voir alors comment l'Algérie a quand même réussi depuis 5 ans, depuis la mort de Bouteflika
Troïka à se mettre à dos tout le monde. mm, L'isolement diplomatique de l'Algérie est total. L'Algérie a même commencé à se fâcher avec les Turcs à propos de la Syrie. Quand j'ai fait un communiqué là-dessus sur mon blog mm. L'Afrique réelle, qui est tout à fait intéressant. Donc, Alors l'Algérie. qu'ils sont alliés sur la Libye. Oui. Mm, Alors, donc l'Algérie demande que un de ses ministres soit reçu par le régime syrien. Le nouveau régime syrien refuse. Et pour se venger, l'Algérie va inviter le Polisario, donc qui marche dans la main de l'Algérie, va mm, inviter une délégation kurde syrienne qui est alliée au PKK. Donc les Turcs sont devenus complètement mm, hystériques et les Turcs ont fait un communiqué que j'ai publié sur mon blog, insultant pour l'Algérie, en disant on aurait mieux fait de vous laisser et de ne pas s'occuper de vous pendant 3 siècles, etc. Un communiqué mm, insultant. mm, Donc l'Algérie a des problèmes diplomatiques, tout simplement parce que elle n'a pas de tradition diplomatique. C'est là où on voit toute la différence encore avec le Maroc. Le Maroc, qui est une vieille diplomatie, qui a mm, des diplomates formés pendant des siècles. mm, Tandis qu'en Algérie, ben, vous avez des apparatchiks qui sont des profiteurs du régime, des gens qui n'ont pas de tradition. Ce ne mm, sont pas des élites traditionnelles, ce sont des parvenus. mm. Alors Bernard Lugan, dernière question. Je crois que vous l'avez un peu esquissé. Comment quelques conseils de votre part pour retrouver un climat de sérénité. On sait que vous dites qu'il faut changer de génération en Algérie au niveau des leaders. Vous avez cité d'ailleurs une citation dans votre livre de Mohamed Harbi qui dit, en fait, vous souhaitez le retour du réel pour que l'histoire cesse d'être enfin l'enfer et le paradis des Algériens. Comment parvenir à ça? Alors là, c'est une phrase magnifique, c'est une phrase magnifique, je l'ai mise en avant dans mon livre. C'est une phrase qui résume tout. L'histoire est l'enfer des Algériens, pourquoi? Parce que si les Algériens regardent la vraie histoire, ils constatent que l'Algérie n'a jamais existé. Et comme ils ont ce complexe existentiel, ils s'inventent un paradis. C'est-à-dire, ils inventent une fausse histoire valorisante. Donc, c'est la schizophrénie complète. Ils sont pris, je parle du système et des élites algériennes, pris entre une réalité qu'ils refusent d'admettre. Car s'ils l'admettent, ils constatent qu'ils sont nés en 62 d'une création française. Et comme ils refusent de l'admettre, ils se créent une fausse histoire totalement artificielle à laquelle personne ne croit, mais qu'ils s'efforcent de croire, mais que la France doit croire, et la France est sommée de le croire à travers des historiens qui se sont fait les avocats de cette fausse histoire, ou cette histoire fabriquée, des gens comme Benjamin Stora, par exemple, qui ont Mm, toujours été à la pointe de l'histoire du FLN. Par exemple, quand Benjamin Stora dit, et là c'est aberrant pour un historien, quand Benjamin Stora dit que lorsque Boualem Sansal parle de la partie ouest de l'Algérie, qui en fait était la partie est du Maroc, il mm, fait une provocation vis-à-vis d'Algériens, ben, c'est une folie parce que tout le monde sait que toute cette partie de l'Algérie était marocaine. Colombéchar, Tindouf, le Gourara, le Tidikel, la Saoura, tout cela était marocain jusqu'aux années 1890. C'est la France qui a détaché toutes ces mm, régions pour les rattacher à l'Algérie. Alors comment un historien comme Benjamin Stora peut-il ignorer cette réalité? C'est comme si on disait que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais été détachées de la France. mm. Enfin, c'est absolument aberrant. Alors, dernière question, vous l'avez évoqué, l'affaire Boualem-Sansal, qui est qui vient se rajouter justement à la multitude de griefs, ou en tout cas de conflits entre l'Algérie et la France ces derniers temps. Comment vous jugez d'abord l'attitude du gouvernement en France? Je vous fais je vous épargne une réflexion sur ce que fait la France insoumise ou les gens qui invisibilisent Boualem Sansal. Mais le gouvernement français, sur ce cas précis, il y aurait quand même, il y a quand même matière à dire. Il y a quelqu'un qui incarne quelque chose. Pourquoi cette Écoutez, inaction? moi, je suis un historien, je suis pas un politique, je suis pas un politicien, mais je connais les atouts des uns et des autres. Je connais les atouts dont dispose la France. On les connaît. Ne faisons pas le concours Lépine des Hmm, rétorsions possibles. Mais même sans mettre en avant des mesures de rétorsion,
une simple attitude virile de la part du président de la République, une attitude virile et ferme vis-à-vis de l'Algérie, changerait tout, Hmm. changerait absolument tout. Et c'est pas la peine de menacer, ce n'est pas la peine simplement de dire les choses. Une déclaration du président de la République disant que ce n'est pas concevable, ce n'est pas admissible pour la France, sans rentrer dans les détails. Ça changerait beaucoup de choses. Mais vous savez, dans ces pays, en Algérie, on respecte les gens qui se tiennent, on respecte les gens qui ont une parole et on respecte les gens qui ont une colonne vertébrale. Les limandes et les, comment dirais-je, les lapins de coursive de sous-préfecture, qui sont nos ministres actuels, à l'exception de M. Rotaillot, ne sont pas pris pour des gens sérieux en Algérie. Merci beaucoup Bernard Lugan pour cet entretien que j'ai trouvé, que j'espère que vous aussi, absolument passionnant. Ça remet vraiment les choses au point et c'est vrai que sur l'Algérie, on a besoin d'éclaircissements comme le vôtre. Je rappelle votre livre, Histoire des Algéries, qui paraît aux éditions Ellipse. Merci à vous Bernard Et, Lugan. et si je puis me permettre de Allez-y. parler également de mon blog, l'Afrique réelle, Oui, également. avec les communiqués que je donne toutes les semaines et un numéro tous les mois, l'Afrique réelle, sur lequel le prochain numéro, un des prochains numéros va être consacré entièrement justement à cette question des rapports historiques entre la France et l'Algérie. Alors, on les conseille, vos blogs, parce qu'ils sont très suivis, je le sais, moi, par des militaires. Ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'on me dit, on me parle toujours de Bernard Lugan, mais vous n'enseignez plus à l'école de guerre, vous n'enseignez plus à Saint-Cyr, et on va dire, c'est bien dommage, non? Ah ben écoutez, le gouvernement socialiste de l'époque m'a retiré mes enseignements à l'IHEDN, à l'école de guerre, au Ah oui. CHEM comment dire, et à Coët. Tout Mm. simplement parce que à l'époque, j'avais une vision sur les opérations au Sahel, où je disais ce qui se passait au Sahel, et j'indiquais quelques erreurs qu'il ne fallait pas commettre, et je ne crois pas m'être beaucoup trompé. J'avais annoncé avec 15 jours d'avance le coup d'État au Niger. Mm. J'avais annoncé pas mal de choses et on a toujours refusé d'écouter, sauf les militaires, bien sûr, sauf les C'est militaires. ça, ce qui est Mais que intéressant, c'est que voulez-vous? c'est, voilà, quand on est Mais les soit hommes de dans les terrain, militaires, voilà. c'est-à-dire que les hommes de terrain, eux, voyaient que Mm. mes analyses étaient justes. Mm. Quand vous pensez, je raconte toujours cette histoire qui est tout à fait extraordinaire. On me retire mes cours à Saint-Cyr, Coët-Quidan, où nous formions les chefs de section qui allaient partir dans l'année suivante dans le Sahel, au Mali. Et j'ai été remplacé par une jeune femme qui ne connaissait rien, quasiment grand-chose à l'Afrique, et qui commence son premier cours en disant, surtout, oubliez ce que Bernard Lugan a dit sur l'Afrique, car en Afrique, les questions ne sont pas ethniques, elles sont sociales. Bon, ben, repos pouvait fumer, comme on dit dans l'armée, n'est-ce Oui, pas? bien sûr. Après Ouais, ouais, ça, il n'y a tout à plus rien, fait. il y a plus rien à dire. Ce sera le mot Mais de la fin, ça tue le débat, voilà qui fait la doxa française, bien voilà sûr. qui dirige la France. Mm. Voilà qui tient les grandes écoles, la presse, Mm. le monde des médias, le monde des arts, etc. Comme dit souvent un journaliste de Canal+, il faut changer de logiciel. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Bernard Merci. Lugan. À très bientôt. À bientôt. Merci.